Bonjour à tous et bienvenue dans Les Pions sur la table. Oui, bon, je sais, il y a une différence de couleur, là. La vie de propriétaire de Ludus n'était pas une mince affaire. Et la vie de gladiateur, certainement encore moins. Bien qu'il y ait énormément de clichés qui circulent sur cette profession, mais bon, on va passer outre parce que sinon, après, les vidéos durent trop longtemps. Et si besoin était de le prouver, eh bien, l'incroyable série Spartacus aura tôt fait de vous le démontrer de la plus belle et de la plus sanglante des manières. Si vous n'avez toujours pas vu cette série, je vous invite chaudement à aller la voir. Le jeu issu de ce programme télévisé reprend d'ailleurs tous les ingrédients de la première et de la deuxième saison, à savoir une bonne dose de violence, de belles rations de complot et une pincée de jeu d'alliance, dans la plus pure tradition tragico-romaine. Exit donc le sexe et la révolte des esclaves. Il s'agira donc ici bien de gérer son ludus et de pourrir un maximum celui des autres pour devenir le club de costauds survitaminé le plus prestigieux de l'Empire. Alors évidemment le thème est hardcore, hein, esclavage, combat à mort, etc. Et donc sur la boîte ils ont cru bon de rajouter une petite pastille contenu mature recommandée pour 16 ans et plus. Alors c'est uniquement du marketing, hein, parce que dans le jeu de société il n'y a pas d'équivalent PEGI, hein, ce qui existe déjà dans les jeux vidéo, des petites pastilles là, qui donnent un âge limite pour pouvoir y jouer. Je veux dire, s'il suffisait que des figurines meurent pour qu'on inscrive 16 ans et plus sur la boîte, ben comment dire, on serait dans la merde. Vous constaterez que Spartacus est un titre varié, qui allie plusieurs mécaniques très différentes, il y en a donc pour tous les goûts. Commerce, enchères, diplomatie, combat, il y a même un mini chouïa de gestion d'ouvriers, enfin d'esclaves, même si ça reste très sommaire. Et donc vous découvrirez que ce mélange des genres donne un jeu plutôt agréable, assez putassier, mais pas exempt de défauts. Spartacus, le prix du sang et de la trahison, est donc un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 16 ans. Mais bon, 12 ou 14 ça va, hein, faut pas déconner non plus. Et des durées de partie annoncées d'environ 2 à 3 heures. Alors, en partie standard, comptez 1 heure, 1 heure et demie par joueur. C'est un jeu qui peut être très long, hein. Bombez le torse, sortez les muscles. Pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Voilà, le jeu est installé. Alors oui, le plateau est très grand, peut-être même trop grand par rapport à ce à quoi il sert vraiment, mais ça on en parlera tout à l'heure. Alors pour l'instant il est assez vide, il n'y a aucun gladiateur au centre, mais il y a déjà du sang, hein, voilà. Au niveau du design, hein, clairement ils se sont pas foulés, ils ont repris les photos de la série et puis clac clac ils les ont fixées sur les cartes. Alors ce qui est cool c'est qu'on va retrouver absolument tout le monde, de l'esclave le plus insignifiant au plus grand champion des gladiateurs. On va retrouver des armes, des armures, des équipements qui eux sont dessinés, hein. On a les cartes intrigues qui se limitent à du pauvre texte planté sur un fond lambda. Les figurines gladiateurs, elles par contre au nombre de 4 sont plutôt bien finies je trouve, elles sont plutôt sympas. Et on va avoir 4 plateaux individuels, hein, qui représentent les différents ludus, à savoir Batiatus, Tullius, Solonius et Glaber. Donc chaque maison, chaque ludus dispose de caractéristiques qui lui sont propres, et donc quand on va distribuer les possessions avant le début de la partie, eh bien elles seront inégales. Donc moi j'ai choisi Batiatus, donc par exemple Batiatus il dispose dès le départ de 3 gladiateurs, ce qui semble assez logique. Il dispose également d'un esclave, et il dispose de 2 gardes. Alors en gros, hein, vous l'aurez compris, les gladiateurs vont se battre dans l'arène, les esclaves vont nous apporter des ressources, et les gardes vont tenter d'éviter les coups de pute que vont nous envoyer tous les autres joueurs autour de la table. Batiatus aura aussi un trésor de 10 pièces d'or, et il disposera aussi de coups spéciaux qu'il pourra déclencher lors de l'une des phases du jeu. Alors si on compare par exemple à la maison de Tullius, eh bien ce dernier dispose de 2 gladiateurs, hein, un de moins que Batiatus, de 3 esclaves, de 1 garde, de 9 or et de ses propres règles spéciales. Alors le but du jeu dans Spartacus, ça va être de posséder la plus grande influence possible. Donc dans une partie standard, on commence à 4 points d'influence. Si vous voulez que la partie dure plus longtemps, ben, vous mettez le curseur sur 1. Mais attention, ça peut devenir très long. Et si vous voulez raccourcir la partie, eh bien vous placez le curseur sur 7. Le but du jeu étant d'arriver à 12 points d'influence. Alors cette influence, elle peut monter, mais elle peut aussi descendre, ce qui explique la durée des parties. Alors la première phase de jeu consiste à faire les comptes, tout simplement. Donc il va falloir nourrir chaque gladiateur que contient notre ludus. Là par exemple, chez Batiatus, on en a 3
3, donc ça va nous coûter 3 pièces d'or. Mais chaque esclave va nous rapporter une pièce. Donc là, en fait, chez Batiatus, je vais débourser 2 pièces. Là, chez Tullus, j'ai 2 gladiateurs qui vont me coûter 2 pièces et 3 esclaves. Donc en fait, je vais récupérer une pièce ici. Et chez Solonius, eh bien, je suis à 2 gladiateurs et 2 esclaves, donc je suis à l'équilibre, pas de problème. Je gagne rien, je ne débourse rien. Alors bon, voilà, ça c'était la petite phase de gestion du jeu. Maintenant, nous allons rentrer dans le cœur du jeu, à savoir la phase d'intrigue, aussi appelée phase de gros enfoirés. Dans cette phase, tous les joueurs vont piocher 3 cartes. Alors on peut garder autant de cartes en main qu'on veut pendant toute cette phase d'intrigue, mais à la fin de la phase, on ne peut pas dépasser un nombre maximum de cartes qui est fonction de votre niveau d'influence. Donc là, par exemple, à 4 d'influence, eh bien, je ne peux garder que 4 cartes en main à la fin de cette phase. Alors là, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de cartes en main, puisqu'on en a que 3, mais comme on en pioche 3 à chaque tour, eh bien, ça pousse vraiment les joueurs à utiliser les cartes intrigues pendant cette phase. Et c'est bien pour ça que je dis que c'est le cœur du jeu, parce que vraiment, ça va partir de partout pendant cette phase de jeu. Donc dans les cartes intrigues, on a un petit peu de tout. Des cartes qui permettent d'améliorer notre jeu, des cartes qui permettent de pourrir celui des autres. Cartes intrigues, vous vous doutez bien que c'est pas pour envoyer des cookies aux gens, hein. Alors pour pouvoir les jouer, vous remarquerez qu'en haut à gauche de la carte, eh bien il y a un petit chiffre couronné de laurier. Eh bien ça, c'est le niveau d'influence nécessaire que vous devez avoir au minimum pour pouvoir jouer la carte. Celle-ci par exemple, dénuement total, eh bien il me faut minimum 3 points d'influence, je suis à 4 donc je peux la jouer. Ici on voit que donc avec cette carte, le Dominus ciblé ne possédant pas d'or perd 1 point d'influence. Donc je vais pas la jouer maintenant, hein, puisque tout le monde a de l'argent pour l'instant. Alors au niveau des intrigues, des complots, eh bien on a à peu près de tout, hein. Il y a des trucs qui sont vraiment mais cheatés à mort. C'est vraiment un jeu qui a été conçu pour les enfoirés de première. On a du vin empoisonné, on a des titres qui sont assez marrants là, et pour quelques dénarii de plus. Va te faire voir chez les Grecs. Là ici, spectacle épique, le Dominus ciblé possédant au moins 5 gladiateurs parés gagne 2 points d'influence. Donc les intrigues en fait, vous comprenez que vous pouvez les jouer sur votre propre maison. Mais cette carte, je pourrais très bien la jouer aussi pour un autre Ludus autour de la table. Et là, vous comprenez évidemment qu'il y a une dimension diplomatique dans ce jeu qui n'est pas négligeable. Et ouais, parce que si vous attaquez quelqu'un, forcément vous risquez de vous en faire un ennemi. Mais vous pouvez aussi décider d'aider vos confrères. Ce qui vous permettra peut-être d'en faire de précieux alliés par la suite. Ou alors de mieux la leur mettre à l'envers sans qu'ils le voient venir. Je l'ai pas précisé, hein, mais chacun son tour les coups dans le dos. Mais chacun son tour, on joue tout ce qu'on veut, hein. Ça veut dire qu'on peut vraiment se déchaîner en l'espace de quelques secondes, là. Hein. Bon, faut faire gaffe quand même, parce qu'après, il y a les autres qui jouent. Ouais, Prums, après, c'est à ton tour de me poignarder. Alors, vous voyez aussi qu'il y a des cartes intrigues qui nécessitent énormément de points d'influence. Notamment celle-là, là, elle en demande 14. Et là, vous vous dites, mais le maximum, c'est 12. Donc, comment on fait pour arriver à 14 points d'influence? Excellente question. Eh bien, pour arriver à 14 points d'influence, il va falloir que je m'allie avec une ou plusieurs autres maison. Par exemple, si je dispose de 10 points d'influence, eh bien je vais peut-être faire appel à Tullus qui en dispose de 6 pour qu'il m'aide à déclencher cette intrigue. Alors, je suis pas obligé de lui montrer la carte, donc il est pas obligé de m'accorder son influence. Donc là aussi vous commencez à comprendre qu'il y a de la diplomatie assez taquine. Rien n'indique que je vais pas la jouer contre lui. Je peux toujours lui vendre que je vais foutre sur la gueule à Solonius, hein, mais ça c'est que ma parole. Hein. Il y a aussi des cartes qui peuvent donner un avantage mutuel à 2 maisons. Donc c'est assez intéressant parfois de travailler ensemble. Ou alors, vous pouvez aussi à ce moment-là négocier la paix. Mise en situation. Oh ben celle-là elle va faire mal, hein. Bon alors... Combien t'es prêt à me donner pour que je te la joue pas dessus? 2 pièces d'or, moins, ok. Et toi, t'es prêt à donner combien pour pas la prendre celle-là? Attention, elle est corsée, hein. 4, 5, 6... Qui dit mieux? Par ici la monnaie, merci. Bon, bah du coup, je joue ma carte, hein. Bon, je gagne juste 2 points d'influence, en fait. Et merci pour les pièces, en fait, hein. Voilà, je pense que vous commencez à comprendre le degré de fils de putisme de ce jeu. Parce que bon, c'est typiquement le jeu avec lequel vous pourrez faire une croix sur toute relation sociale dès la fin de la partie. Voire même avant. Vraiment, j'ai peut-être l'air d'insister comme ça, mais sincèrement, ne jouez pas avec des personnes susceptibles à ce jeu parce que vous allez mourir. Autre type de carte, on a aussi les gardes. Et alors les gardes, ce sont des cartes assez importantes, puisqu'elles vous permettent de tenter de déjouer un complot qui se trame contre vous. Donc en gros, une mauvaise carte qu'on vous envoie dessus. Donc grâce aux cartes gardes, eh bien on peut lancer un dé et on a une chance sur 2 de déjouer le complot. Et pour chaque complot, on peut jouer autant de cartes gardes qu'on veut. Donc c'est super intéressant de collectionner les gardes. Alors on peut très bien choisir de les poser sur la table ou les garder dans la main. Les poser sur la table, ça permet d'être dissuasif vis-à-vis des maisons qui intenteraient des complots contre vous. Mais du coup, il n'y a pas d'effet de surprise. Si vous le gardez dans la main, eh bien vous pouvez surprendre un adversaire qui ne s'attendait pas à ce que son complot soit contré. Mais les garder dans la main, ça prend de la place et on l'a vu tout à l'heure, à la fin de la phase intrigue, on a un nombre limite de cartes que l'on peut conserver dans sa main. Alors on n'est pas du tout obligé de jouer toutes ces cartes sur les adversaires ou sur nous. On peut aussi en vendre à la banque. C'est pour ça qu'il y a une petite pièce là en bas de la carte. Donc c'est aussi pendant cette phase d'intrigue que l'on va pouvoir déclencher les pouvoirs de ces maisons. Donc je passe dessus rapidement, hein. Ça peut permettre de rapporter de l'or, de l'influence, enfin à peu près
tout et n'importe quoi. Alors, après cette phase de rigolade et de franche camaraderie où les noms d'oiseaux auront certainement volé, eh bien nous allons passer à la phase de commerce. Alors, pendant la phase de commerce, en fait, c'est très simple, on peut faire des affaires entre nous, si tant est, bien évidemment, que la précédente phase n'ait pas coupé tout dialogue entre les joueurs. Donc on peut à peu près tout échanger, hein, nos esclaves, nos gladiateurs, etc., etc. Alors après ce marché ouvert pendant lequel tout le monde joue en même temps, en gros, eh bien on va avoir une phase de vente aux enchères. Donc on va mettre autant de cartes qu'on a de joueurs sur le centre du plateau, et donc l'une après l'autre, on va les mettre en vente. Donc la première, voilà, est face visible, les autres restent cachés pour l'instant. Et donc on va pouvoir acheter par exemple des gladiateurs. Alors là on a le fameux Crixus, hein. Donc on va voir que chaque gladiateur dispose d'un nombre en attaque, un nombre en défense, un nombre en initiative, une valeur commerciale, hein, si jamais on veut le revendre, et un coût spécial. Donc ça va nous aider à évaluer tranquillement dans notre coin le prix qu'on est prêt à mettre pour ce gladiateur. Donc pour les enchères, on prend son argent de côté, hop, on met dans sa main le nombre de pièces qu'on est prêt à mettre pour l'objet ou la personne qu'on est prêt à acheter. Tout le monde met sa main au centre du plateau et on va lâcher l'argent qu'on a mis dans sa main. Donc on va vérifier qui a mis la plus grosse mise et cette personne-là va récupérer le bien qui était en vente. Bien sûr, si on ne remporte pas l'enchère, eh bien on récupère son argent, hein. Parfois les prix s'emballent vraiment, ou alors on veut vraiment s'assurer de récupérer ce qu'il y a au milieu de la table et donc on paye 3 fois trop cher par rapport à ce qu'ils mettent les autres joueurs. Donc au niveau des enchères, on va aussi avoir des esclaves, hein, qui vont pouvoir être achetés au marché. Alors en général, les gladiateurs et les esclaves que l'on récupère aux enchères sont plus intéressants que nos gladiateurs et nos esclaves de départ. Là par exemple, voilà, on a un esclave qui a une capacité espion, hein, retourner la carte face cachée et regarder une carte prise au hasard dans la main de l'un de vos adversaires. Donc lui aussi, il va nous générer de l'argent en début de tour comme un esclave normal, mais en plus il a cette petite spécificité qui fait que il est intéressant. Vous remarquerez aussi sur ces cartes d'ailleurs que les esclaves eux aussi ont des chiffres en attaque, en défense, en initiative, parce que tout simplement vous pouvez décider de les faire combattre dans l'arène aussi, hein. Enfin décider, des fois vous aurez pas le choix. J'ai encore le souvenir d'une partie qui m'est assez douloureuse d'ailleurs, où j'envoie mon champion dans l'arène, suréquipé, etc. Et là, pof, le laniste en face, il joue une carte intrigue bien entendu pour remplacer mon super champion par un petit esclave. Je peux vous garantir que celle-là, je l'ai encore là, hein. On va pouvoir acheter aussi des équipements. Alors, il y a des armes, hein, là, par exemple, une hache. Il y a des armures, il y a des équipements spéciaux. Tout ça permet d'équiper vos gladiateurs, bien entendu, et vous permettra plus facilement d'assurer la victoire. Si tant est que vous combattiez. Et ouais, parce qu'après, on va mettre aux enchères le titre dot. Et alors là, je peux vous garantir que l'argent va pleuvoir, hein. Ouais, parce que le titre dot, il est vraiment très très convoité. Et à juste titre, puisque vous allez voir que ce titre dot confère d'énormes pouvoirs. Bon alors, pour commencer, déjà, l'autre, il gagne un point d'influence, hein. Et ensuite, il va pouvoir tout simplement inviter deux lanistes à faire entrer l'un de leurs gladiateurs dans l'arène. Alors là, c'est pareil, hein, c'est comme les intrigues, il la joue comme il veut. C'est-à-dire qu'en gros, tout est permis, il peut s'inviter lui-même, hein, s'il se sent en confiance. Comme là, par exemple, avec Crixus, hein, je peux y aller sans problème, je pense. Les autres n'ayant pas recruté de gladiateurs lors de cette phase d'enchère, ils sont toujours avec leurs gladiateurs de départ, et donc c'est pas des costauds. Donc je peux très bien, ouais, je peux très bien m'inviter. Et après, je peux proposer, par exemple, à Solonius de participer. Alors, on peut très bien décliner l'offre de participation à des jeux, mais ne pas présenter de gladiateurs, eh bien ça fait perdre un point d'influence puisque le public est déçu. Donc en général on accepte. Donc là admettons Solonius, il va envoyer un gladiateur, là, un guerrier trace. Là je pourrais aussi très bien inviter les deux autres Ludus, hein, de manière à pouvoir me repaître du spectacle, tranquillement assis dans la loge, hein, sans faire couler le sang de mon côté. Siroter une petite bière, tranquille, pépère. Je peux aussi négocier les participations, hein. Par exemple, je peux très bien essayer de négocier avec Tullus pour faire en sorte que ce dernier ne participe pas au jeu parce qu'il en a pas forcément envie, parce que peut-être il a pas les bons gladiateurs ce tour-ci. Par ici la monnaie, là. Ou alors, au contraire, demander à Solonius s'il a vraiment envie de participer. Parce que bon, s'il en meurt d'envie, ça va peut-être se négocier, ça aussi, hein. Donc vous l'aurez compris, l'hôte, en fait, c'est l'enfoiré suprême dans ce jeu. Alors, avant que le combat commence, vous remarquerez que autour du plateau, eh bien, il y a des espaces pour pratiquer des paris. Donc je peux très bien parier sur la victoire de l'un ou l'autre des gladiateurs. D'ailleurs, rien ne m'empêche de parier absolument contre mon gladiateur, hein. Si j'ai envoyé une grosse brêle au milieu de l'arène, au moins peut-être je peux me refaire financièrement à côté, hein. Alors je peux aussi miser sur une blessure ou sur une décapitation, deux paris qui rapportent bien plus et on va voir comment on y parvient tout à l'heure. Alors une fois que tout le monde a fait ses paris, hop c'est parti, le combat démarre. Et alors là on est face à la partie la plus buggée du jeu, tout simplement parce que, alors vous allez le voir sur les cartes en fait, ces chiffres là, hein, qui correspondent à l'attaque, à la défense et à l'initiative des gladiateurs, et bien en fait c'est un nombre de dés. Donc là mon ami Crixus il a 4 dés en attaque, 4 dés rouges, 4 dés noirs en défense et 3 dés bleus en initiative. Et notre ami le guerrier trace qui n'a même pas de nom tellement il est lambda, aura 3 dés rouges d'attaque, 2 dés de défense et 2 dés d'initiative. Je rappelle que mon Crixus en plus il a un coup spécial, hein.
C'est-à-dire que quand il fait des doubles au jet de défense, eh ben, il bloque automatiquement l'attaque. Autant te dire qu'il va morfler le guerrier Thrace. Donc le début du tour commence par un jet d'initiative. Donc Crixus va lancer 3 dés, le guerrier Thrace va n'en lancer que 2. Et donc celui qui fera le plus gros score va pouvoir commencer à avancer. Donc si vous jouez comme moi, ben, vous allez courir tout droit vers le guerrier adverse. Donc le nombre maximal de cases que je couvre avec un gladiateur est égal à son nombre de dés. Donc je vais avancer de 3 cases. L'autre gladiateur en face, donc il va avancer de 2 cases, hein, puisqu'il a 2 dés. C'est le premier qui arrive au contact qui va pouvoir taper. Du coup, dans l'absolu, là où on devrait avoir des combats complètement enragés, fiévreux, etc., eh bien en fait, ça va plutôt ressembler à ça. Un espèce de petit jeu de chat et de la souris, dans lequel on évite de se mettre à portée de l'adversaire, pour pas que ce soit lui qui tape en premier. Donc ça, je suis désolé, mais c'est complètement con. Alors après, il y a un moyen très simple de pallier à ça. C'est pas écrit dans la règle de base, mais c'est de faire combattre plus de 2 gladiateurs en fait. Bref, on en reparlera un peu à la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est un jeu qui a l'air un peu con là, comme ça dans l'arène. Mais si vous la jouez comme moi, eh ben, vous allez au contact et c'est parti quoi. Et vous avez pas peur de prendre des coups et donc l'autre il va vous taper en premier, mais c'est pas grave. Rien à foutre. La fuite, c'est pour les losers. Donc pour taper, eh bien on va prendre sa réserve de dés rouges. Et donc par exemple là, admettons, hein, c'est Crixus qui est le premier au contact. Eh bien il va lancer 4 dés rouges. En face, notre ami le Thrace va lancer 2 dés de défense noirs. Et donc on va ordonner tous nos dés de cette manière. Donc le plus gros score rouge en face du plus gros score noir. Le deuxième score rouge en face du deuxième score noir. Et après on va mettre à la suite les 2 autres dés rouges puisque en face il n'a pas assez de dés pour se défendre totalement. Donc pour que le Thrace puisse se défendre, il faut que son dé affiche un score supérieur ou égal au dé d'en face, comme dans le risque en fait. Donc s'il y parvient, il prend pas de dégâts, mais pour chaque score en dé rouge supérieur au dé noir en face, eh bien il prendra un dégât. Et c'est la même chose s'il n'y a pas de dé en face et que le score du dé rouge est de minimum 3 points. Donc pour chaque dégât encaissé par l'adversaire, eh bien le propriétaire de ce gladiateur va devoir faire sauter un dé de sa réserve. Sachant qu'il ne peut pas tomber en dessous de 1 dé par catégorie de couleur, eh bien là par exemple il va devoir perdre soit 2 dés rouges, un dé noir, soit un dé bleu, un dé noir, un dé rouge, enfin peu importe, il va perdre 3 dés. Mais il faut au moins qu'il lui reste un dé dans chacune des catégories pour pouvoir se déplacer, se défendre et attaquer. Et donc lorsque l'une de ces 3 réserves de dés tombe à 0, le combat s'arrête. Alors s'il a perdu intégralement qu'une seule couleur, ça se passe à peu près bien. Son gladiateur est défait, mais il est toujours là, hein, au centre de l'arène, sans problème. S'il a perdu 2 couleurs de dés, par contre, il devient blessé. Donc c'est pas si grave que ça, hein. Début du prochain tour, il va pouvoir tenter de se soigner sur un jet de dés qui fait 4 ou plus. Alors par contre s'il fait 1, ben, il décède dans d'atroces souffrances, donc c'est plutôt cool. Et alors c'est dans ce cas là, hein, si on perd 2 couleurs de dés et qu'on déclenche une blessure, que ici on va pouvoir récupérer de l'argent si on a misé sur la blessure. En plus de récupérer bien évidemment le pari sur l'une des 2 victoires là-bas. Si on a misé sur le bon poulain évidemment. Hein. Et enfin si on perd 3 couleurs de dés d'un coup, et bien là c'est la décapitation. Donc là le gladiateur il ne se relèvera pas, hein, sa tête a roulé un petit peu plus loin. Mais ça fera la joie de tous ceux qui avaient parié sur la décapitation, hein, qui récupéreront un gros pactole. Et là vous vous dites bon ça va encore, on meurt pas trop vite. Attendez, l'hôte dispose encore du pouvoir ultime, hein, si votre gladiateur n'a pas été décapité, de décider de son sort en positionnant son pouce vers le haut ou vers le bas, dans la plus pure tradition des clichés du genre. Donc en gros, ça veut dire que l'hôte, eh ben, il dispose d'un droit de vie et de mort sur le vaincu, ben, il va pouvoir le tuer ou le laisser en vie, hein, s'il considère qu'une bouche à nourrir de plus dans votre ludus, c'est un beau calcul. Bien entendu, là aussi, il est possible de négocier la vie et la mort de quelqu'un. Hein. Voilà, alors ça se passera beaucoup mieux pour le gagnant. Alors déjà, si vous êtes victorieux d'un combat, vous gagnez un point d'influence. Hein. Mais en plus de ça, votre gladiateur va récupérer un pion faveur. Et les faveurs, c'est super puisque lorsque ce gladiateur va de nouveau rentrer dans l'arène dans un combat futur, eh bien il vous permettra de gagner 2 pièces d'or. Mais en plus de ça, si votre gladiateur réussit à récolter 3 faveurs, eh bien il deviendra champion. Et un champion, ça rapporte un point d'influence tant qu'il est en vie et tant qu'il est en possession de votre ludus. Et voilà, et on repart pour un nouveau tour de jeu dans lequel il va falloir soigner les gladiateurs blessés s'il y en a, faire à nouveau les comptes, hein, le ratio entre les esclaves qui nous rapportent de l'or et les gladiateurs qui bouffent comme des porcs et qui en consomment, une nouvelle phase d'intrigue dans laquelle on va s'envoyer des coups de couteau, une phase de commerce dans laquelle on va pouvoir se vendre des trucs, acheter aux enchères, récupérer l'importante place d'hôte, et ensuite une phase de baston dans l'arène qui se passera plus ou moins bien. Alors qu'est-ce que je pense de Spartacus, le prix du sang et de la trahison, le jeu? Ben c'est un sentiment mitigé, mais mitigé plus quand même. Mitigé plus parce que bon, je pense que vous commencez à me connaître maintenant, j'adore ce genre d'ambiance putassière autour du jeu, les complots, les intrigues, j'adore ça. Ensuite c'est un
un jeu assez complet avec un tout petit peu de gestion, du marché, des enchères, des intrigues, de la bagarre. Ça en fait un jeu très varié et agréable à jouer. En plus de ça, bon, évidemment, j'adore la série Spartacus, donc ça joue énormément en sa faveur. Mais mitigé quand même, parce que vraiment, il y a des cartes complot qui sont trop cheatées. Il y a des trucs, par exemple, bon, je vous en parlais tout à l'heure, mais quand vous remplacez un gladiateur hyper badass par un petit esclave de rien du tout, ok, c'est rigolo pour celui qui joue la carte, mais c'est tellement imprévisible en fait, c'est quand même assez dur de récupérer des points d'influence, et pourtant il y a les cartes complots qui vous les enlèvent, mais comme ça quoi. Alors j'aime bien les complots, et je l'ai dit, hein, mais ça serait pas mal si c'était un peu plus mesuré. Bien sûr, il y a un petit côté Kingmaker hein, dans ce jeu, c'est inévitable, puisque dès qu'il y en a un qui prend un peu trop d'avance, tous les autres se mettent dessus. Ensuite, bon, il y a ce problème de jet d'initiative là quand on est dans l'arène. Sincèrement, si vous voulez être très con, eh bien, le combat peut durer très longtemps. Maintenant, le moyen de pallier à ça, c'est tout simplement de faire participer plusieurs gladiateurs dans l'arène en fait. Je pense que là, faut pas hésiter à adapter la règle de jeu. Dès qu'il y a plusieurs gladiateurs, bien évidemment, s'il y en a un qui s'échappe dans un coin, ben, il y en aura un autre pour essayer de le récupérer pendant qu'il essaye d'échapper au premier. À ce propos, il y a une extension d'ailleurs qui existe qui s'appelle le loup et les serpents, qui permet de rajouter 2 maisons supplémentaires, de nouvelles cartes, de nouvelles armes, etc. Et surtout qui autorise ce type de combat par équipe dans l'arène. Bon voilà, mitigé quoi. J'adore jouer à ce jeu, mais à côté de ça, on va pas se mentir, on entend quelques petits bruits dans le moteur. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le Twitter, le Facebook, le Tipeee aussi, et n'oubliez pas non plus de mettre les pions sur la table.